Fut une époque, il n'y avait pas de normes ni de brides. Et c'est bien ça le problème. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Olivier, comment tu vas? Salut Alex, c'est un plaisir de t'accueillir à nouveau chez nous. Ça fait plaisir. Ça fait quelques années. 2 ans, effectivement. 2 ans, ouais, qu'on a testé l'Alpine A110 ensemble, voilà, édition suisse. Et une Focus RS. Focus RS, ouais, qui te laisse un souvenir impérissable, je Oui, pense. c'est sûr, à vie. Alors là, t'inquiète pas, je vais bien m'en souvenir. Ça tombe bien, aujourd'hui on va pas conduire. Hein, parce que... Alors, on Enfin, a fait ça pas celle-ci. exclusivement pour toi. Bah, Pas de risque de perte de permis, donc Oui. vraiment le produit idéal pour toi. D'accord, génial. Idéal parce que, en fait, il n'y a pas de boîte, elle n'est pas roulable la voiture. Alors, c'est un véhicule qui a été construit pour le circuit et uniquement pour le circuit, donc Oui. sur la route, naturellement pas conduite. Toi, tu serais tenté, je sais que tu m'as fait plusieurs Avec des fois plaques U. des pics, mais c'est exclu, c'est un véhicule qui ne roulera pas sur route ouverte. On nous piquerait directement les plaques de garage avec un véhicule comme ça. Forcément, alors explique-nous, on est en face de quoi finalement? Un mythe, j'ai envie de dire. Vraiment, là, j'ai déjà filmé une Cosworth RS sur la chaîne, mais là, c'est la version ultime en fait, la Ouais. vraie version. Alors effectivement, c'est devenu un mythe. La Sierra Cosworth RS500 est connue dans le monde entier pour sa puissance, ses performances. C'était un petit peu le véhicule ultime à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'est déjà il y a quelques années. Hein. Ouais. J'ai eu la chance de faire partie du team Ford Motorsport qui a construit cette voiture. Donc j'ai eu la chance de construire ce véhicule-là. Ça, c'est un véhicule qui date de 1987, donc ça fait quelques années. Et on est arrivé avec ce véhicule-là, champion du monde en 1987. Donc littéralement celui-là, c'est-à-dire que l'exemplaire qu'on a devant nous, c'est vraiment le véhicule que tu as C'est le véhicule qui a gagné le championnat du monde, effectivement, et sur lequel tu as bossé. sur lequel on a construit, on a fait la construction, le développement, la maintenance, etc. Incroyable. Donc véhicule fabuleux, donc c'est le 2 litres Cosworth BDA qu'il y a dessus, que tu connais de l'Escort dont tu m'as parlé tout à l'heure, donc la base est la même. C'est un moteur sur lequel on tirait dans la version RS500 780 chevaux. Je peux peut-être te montrer le moteur? Avec grand Hein, plaisir. on lève tout ça. Vous vous rendez compte quand même, en fait c'est de ça que je parlais. Pas de bride, rien. On est quand même dans une époque... Championnat du monde groupe A. Ouais. Donc on avait des règles qui étaient imposées par le constructeur, notamment la caisse qui doit être d'origine, les moteurs d'origine, un poids homologué à 1100 kg. Donc on ne devait pas être inférieur à 1100 kg, même que ce D'accord. véhicule-là est nettement inférieur à 1100 kg. Donc on a des plaques de plomb pour arriver au poids Donc légal. Oui, Ah exactement. d'accord, ok, c'est-à-dire que tu prépares la voiture et si le poids n'était pas suffisant, juste du plomb. Voilà. Du plomb qu'on répartit dans le véhicule à différents endroits pour D'accord. avoir une répartition optimale des masses. Et d'ailleurs, quelles étaient les normes? Donc là, 1100 kg, il n'y avait pas de réglementation sur les puissances, c'est-à-dire que tu pouvais faire ce que tu veux. Exactement. Juste que ce soit le bloc d'origine. Alors, pas de réglementation les premières années. Mais on a D'accord. tellement gagné de courses avec cette voiture Ouais, que les concurrents n'arrivaient pas à suivre, donc notamment Nissan avec la magnifique Skyline de l'époque, Toyota avec la Supra, BMW avec la M3, la Ouais. 635. Donc vu qu'on gagnait toutes les courses, il y a une balance qui a été imposée. Donc ils ont commencé à nous rajouter d'abord du plomb. On est arrivé à 150 kg de plomb dans le véhicule. quand même. Mais avec 150 kg de plomb, malgré les difficultés avec les pneus, les freins, on continue à gagner des courses. Et ils ont fini par nous mettre ici à l'entrée du turbo un restricteur d'air. Donc Sérieux? à la place d'avoir une bride de cette grandeur-là, elle n'était plus que cette grandeur-là. Ah donc Et tu puis, bridais l'air à l'entrée Brider l'air à l'entrée, ce Mais qui non. nous diminuait la pression de suralimentation, l'entrée d'air dans le moteur et naturellement nettement moins de puissance. Donc on voit que là c'est un turbo qui est gigantesque. Oui. C'était les plus gros qui se faisaient à l'époque. C'était une base de turbo de camion à l'époque, avant que Garrett le développe exclusivement pour notre véhicule. Donc ça c'est peut-être la chose qu'on voit en premier. Après on voit sur la RS500 du côté droite, on avait une double injection. Donc l'injection ici, c'est l'injection classique du moteur 2 litres Cosworth. Et là, on a rajouté un collecteur d'admission avec un injecteur supplémentaire par cylindre. Seulement à l'époque, les boîtiers de gestion électronique n'étaient pas aussi sophistiqués que maintenant. Donc ça veut dire que Bosch n'a jamais réussi à nous faire un programme qui fonctionnait correctement. Donc nous, on a dévié la règle et finalement, on utilisait cette galerie d'essence pour injecter de l'eau dans les cylindres. Donc on avait une telle pression de suralimentation, une telle pression sur les turbos que tout chauffait. Et puis avec de l'eau, on arrivait à descendre la température de la tête du piston.
Donc on utilisait ça pour l'injection d'eau. Donc tu mettais ça c'est vraiment la première fois que j'entends ça, de l'eau dans la chambre à combustion. Exactement, donc c'est de l'eau qui est injectée par nos injecteurs Mhm. à une fine pulvérisation et ça permettait de descendre la température sur la tête de piston de plusieurs centaines de degrés. Permettait après de pouvoir mettre encore plus de boost pour arriver à encore plus de puissance. Donc voilà, c'était une n'importe époque, quoi, quand même. voilà, c'est n'importe quoi, mais c'est la technique. Ah oui, oui. Et c'est ce que je regrette dans les courses actuelles, c'est finalement on a les meilleures voitures qui sont freinées Mhm. pour que celles qui sont moins bonnes derrière puissent suivre. Oui. Donc voilà, ça c'est dommage, mais on a eu le temps d'avoir une belle carrière avec ce véhicule. C'est un véhicule qui a gagné donc le championnat du monde, on a gagné le championnat du Pacifique, on a gagné le DTM, on a gagné tous les championnats nationaux avec ce véhicule-là parce qu'on a fait ce véhicule-là également pour différents clients. Donc on avait des clients qui roulaient également avec nos véhicules. On D'accord. vendait exactement le même produit. Donc Ah ouais, à l'époque, On pouvait acheter une RS500 comme ça. voilà, à l'époque, un client particulier avait la chance de pouvoir rouler avec une voiture d'usine qui n'était en aucunement différente de la nôtre. Donc ça, c'était quelque chose Bon. de génial, ce qu'on ne peut plus faire maintenant. Quand même plus confortable au niveau des sièges quand même. Non, 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 non. Ah, vraiment la même? Exactement le Mais même non, c'est produit vrai pour faire de la course de côte et du circuit. Ah d'accord, ok. Ah Voilà. oui, c'était pas du tout pour la route. Ah non, non, jamais, jamais. Jamais. Le Aucun de ces véhicule véhicules- route était complètement différent. Ouais. Aucune RS500 ne sont homologuées route. Si, Si. alors pour être homologué en groupe A, Oui. il devait y avoir un nombre d'exemplaires homologués pour la route. Donc il y a D'accord. 500 exemplaires Oui. qui ont été construits en RS500, mais ils prenaient une base de Sierra normale Mhm. sur lequel ils rajoutaient le double aileron que tu pourras montrer après, Ouais. qui rajoutait cette galerie d'essence là, les triangles de suspension avec des points qui ont été changés, qui nous permettaient après d'avoir l'homologation sur ce véhicule. D'accord. Donc des véhicules devaient être homologués pour la route. T'es pas préparé comme ça quand même. Ah non, avec 780 chevaux, c'est compliqué. Par contre, quand on a fait l'homologation, parce que c'est aussi la chance que j'ai eue en étant chez Ford Motorsport, qui était basé en Suisse, c'est qu'on a préparé l'homologation de tous les Sierra et Escort qui roulent en Europe. Donc si vous avez jamais vu une Sierra de nouvelle génération d'euromotrice homologuée chez nous, c'est tout simplement parce que ce véhicule avait un châssis roulant qui était tellement catastrophique et un moteur tellement puissant que c'est une auto qui tournait en crabe sur une ligne droite. Donc grosso modo, on avançait comme ça. Ok. Donc voilà, c'était assez surprenant à rouler. Côté performance, qu'est-ce que ça donne autant de puissance dans si peu de poids entre guillemets, même si c'est forcément l'essai de plomb. Alors, c'est des performances qui sont juste incroyables. Pour avoir, moi, eu la chance de rouler ce véhicule, de même être, même pas passager, je vais te montrer tout à l'heure comment on réglait le système d'injection allumage sur ce véhicule. Je peux te dire que j'ai jamais retrouvé ces sensations, Ouais. même en F1. Donc j'ai eu la chance de rouler des F1. Certes, ce n'est pas les F1 qu'on a maintenant, mais c'est des F1 qui ont quand même plus de 600 chevaux, que tu peux rouler sur des circuits au Luc ou ailleurs. J'ai jamais eu une sensation de puissance comme celle-là. C'est quelque chose de démoniaque. Ah oui, à ce point-là. Et nos pilotes, je peux te dire, c'était des artistes de la conduite. Et à l'époque, d'ailleurs, il y a des belles histoires, notamment avec Thierry Boutsen, notamment avec Philippe Streiff, qui est un pilote extraordinaire, un gentleman driver, qui a malheureusement eu un accident F1 qui l'a rendu paraplégique. Mais là, on a un souvenir extraordinaire de lui. Bernd Schneider, qui a fait une carrière en DTM extraordinaire. Enfin, beaucoup de pilotes qui viennent de la F1, qui ont roulé avec nous dans les courses de 24 heures. Ils n'étaient jamais plus rapides que nos pilotes attitrés. Ah oui. C'est des véhicules qui étaient tellement complexes à rouler, qui demandaient est-ce qu'on peut tirer la chaîne, des couilles en or. Oui, il en fallait une bonne paire quoi. C'est ça. Voilà, une bonne paire. Voilà, Ouais. une bonne paire. Voilà, le pilote F1 qui est habitué aux véhicules légers, qui, quand on donne un angle volant, tournait, ça, c'est pas le cas. C'est se battre au volant en permanence. Oui. Et je peux te dire que quand il faisait une course de 24 heures, dont Spa, avec quasiment 24 heures de pluie, c'était Quel juste enfer, épique. mais quel enfer. Et du coup, il y avait combien de pilotes qui se relayaient durant un spa de 24 heures? Alors, dans les 24 heures de Spa, on avait 3 pilotes. Ouais, c'est pas énorme quand même. Hein. Non, non, C'est-à-dire ils ont un nombre. Alors, grosso modo, à réhostant tous les 1h30, c'est ce qu'on a besoin pour vider le réservoir de 120 litres qu'on a dans ce véhicule. Donc, en 120 litres, le pilote revenait au box. On changeait de pilote. On faisait, de nouveau, ce n'est pas des disques carbone, c'est des disques en fonte. Donc, on changeait 2 à 3 fois les plaquettes pendant une course de 24 heures. Ouais. Les premières courses qu'on a fait, on faisait même une vidange pendant la course. Donc, Pendant la c'était course. pendant la C'est-à-dire que pendant la course, Quand oui, on dis avait donc. assez d'avance, on Mais faisait non. une vidange voilà, de l'huile moteur pour Ah ouais. préserver la mécanique. Et la chance qu'on avait, c'est qu'on dominait tellement à l'époque qu'on avait sur une course de Spa, on avait jusqu'à 10 à 15 tours d'avance sur le 3e, 4e.
D'accord. Et je dois dire que l'année 87 a été pour nous aussi un souvenir mémorable Spa, où on a dominé la course de la tête et les épaules jusqu'à la 20e heure, où là on avait, encore une fois, je ne sais plus combien, 10-12 tours d'avance sur le troisième, et les deux voitures au même tour ont abandonné à la 20e heure. Les deux vrai. avec le même problème, le cylindre qui était fissuré. Mais non. 20 heures en tête, 20 heures au même tour, les deux véhicules ont abandonné. Oh non. Donc voilà, c'est des souvenirs qui font partie de l'histoire de Spa, qui est une course absolument folle. 24 heures du Nürburgring aussi sur le grand circuit, la Nordschleife, qui était une course de fou, démentielle, où on avait même nos pilotes qui n'avaient pas l'habitude de ce circuit qui tombaient malades. L'estomac ne supportait pas les jets qu'on ramassait, parce que c'est une concentration à la Nordschleife incroyable, avec des véhicules lents, des véhicules rapides. Donc j'ai souvenir d'un pilote qui m'appelle à la radio, il faut trouver une solution, je ne peux plus, je suis en train de vomir dans mon casque. Puis il est arrivé dans un état pitoyable au stand et puis il a changé de pilote. Il y a tout plein d'histoires fabuleuses. Ces anecdotes, mais c'est génial. Bathurst en Australie, qui est aussi une des courses les plus folles qu'il existe. J'espère que tu auras la chance une fois d'aller sur ce circuit. Je pense que le circuit, c'est le Spa, voilà, c'est le Spa australien, avec une descente infinissable, dans de longues lignes droites et de virages à l'équerre, un peu Laguna Seca aussi, un peu avec un virage à l'équerre en saut. Tu iras regarder course de Bathurst, où là, je m'en souviens parce que les essais, je pense qu'il y avait un tiers du plateau qui est parti en dégâts total avec les voitures. C'était fou. Puis on se battait contre les Holden Commodore, qui étaient des avions de chasse, et une ambiance incroyable. Donc est-ce que vous n'êtes pas transporté là? Franchement, je suis transporté. Là, je t'écoute. Moi, je reviens dans les années 80-90 et je me dis, mais ça devait être tellement bien. Déjà, c'est une époque folle de manière globale. Parce que je pense que ça devait bien y aller au niveau de la fête, etc., en dehors de la course. Puis même dans la course, ça devait être une ambiance, mais alors en Europe, génial. La fête, on n'a pas le temps de la faire parce qu'on travaille jour et nuit. Donc on faisait toute l'Europe, les allers-retours en permanence. Donc on a très peu de congés. C'est pas comme F1 où ils ont une équipe de développement, une équipe de test, une équipe de course. Nous, on faisait tout dans le team. Donc on avait vraiment beaucoup de travail. Et quand on n'est pas de course, on partait chez les clients pour régler le véhicule, faire le setup. Ça pouvait être en Italie pour Barilla, les célèbres pâtes. On avait le directeur de Barilla qui était un de nos clients. On pouvait aller, je pouvais aller pour 4 jours en Australie pour régler le véhicule, pour Alan Moffat qui était un pilote extraordinaire là-bas. On pouvait aller au Japon. Parce qu'on avait aussi des clients au Japon, régler le véhicule, revenir le lendemain. Donc on faisait que des clients qui avaient des RS500 Exactement, qui avaient notre véhicule que l'on maintenait en assistance. Wow. Et par contre, quand on faisait le championnat du monde, ça c'était intéressant parce qu'on partait 3 mois outre-mer. On faisait une tournée de courses en Australie, Bathurst, que j'ai cité tout à l'heure. Calder Park est à Melbourne, où c'est aussi un circuit très particulier parce que c'est en partie circuit et en partie speedway. Donc on avait un 3/4 de speedway et puis un circuit classique. Donc le réglage de l'auto posait pas simplement de problème. Après on part en Nouvelle-Zélande, à Wellington, c'est le Monaco de la Nouvelle-Zélande. Et après on part à Fujiyama, au Mont Fuji, Fujiyama, le circuit extraordinaire du Mont Fuji, pour la dernière course du championnat du monde. Donc là on était grosso modo 3 mois outre-mer. Donc là on a eu le temps un petit peu de profiter sur place parce qu'on était gâtés sur place. Les gens qu'on côtoyait nous invitaient, donc c'était vraiment top. Quelle vie, impressionnant. Mais voilà, nous voilà de retour dans l'année civile. Oui, et donc tu as récupéré le véhicule. Alors c'est un véhicule qui appartient à de mes clients et amis, qui est devenu ami depuis longtemps, qui s'appelle Luigi Bello, qui est dans le bassin lémanique. Et cette voiture est restée 25 ans sur des trépieds sans qu'il l'utilise. Et puis je savais qu'il était au top, et à un moment je lui ai dit, écoute Luigi, ton véhicule, on veut le remettre de pur jus, d'origine, qu'il ait de nouveau les couleurs Texaco, qu'il ait de nouveau ce feeling et puis cette beauté du véhicule avec ce stickage dessus. Et d'ailleurs, j'ai aussi une petite anecdote, si je peux me permettre. Bien sûr, totalement. Je suis plutôt jeune, j'ai 55 ans, donc j'étais champion du monde en 87 avec elle. Et puis toute ma vie, mes enfants m'ont entendu parler de cette voiture. Des photos toujours chez moi. Puis le jour où elle est arrivée, ils sont venus me voir. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est cette auto extraordinaire que le papa veut nous montrer. Puis on regardait, puis c'est ça. Mais non. C'est ça. Oh non, la déception. Mais non. Puis maintenant, les enfants, c'est horrible quand même parfois. Mais ils sont francs. Voilà. Puis c'est vrai que les années ont passé. Puis quand elle est venue, elle n'était pas dans cet état-là. Donc naturellement, maintenant qu'elle est dans un état un petit peu meilleur, ils ont vu la beauté de ce véhicule.
On regarde l'intérieur? Avec grand plaisir. Hein? Entre parenthèses, ces boulons, n'ayez pas peur. Ce n'est pas les boulons qu'on a en course, c'est simplement les boulons qu'on utilise en transport pour mettre une spanset dessus, donc une sangle pour fixer le véhicule sur un camion ou sur une remorque. Complètement. Voilà. Et aujourd'hui, ça se fait encore. Et d'ailleurs, on peut observer sur l'une de mes dernières vidéos, enfin l'une des vidéos sur ma chaîne, qui est la concession First Motor à Dubaï. Et il y a une GT2, une GT2 RS, ouais, une Porsche, ouais, GT2, ouais. avec ça aussi. Donc c'était la première fois que je voyais ça et effectivement. C'est une technologie qui n'est pas neuve, mais qui est toujours utilisée. Exactement, très pour le transport de véhicules dans les containers, pour les avions, etc. Donc, exactement. Donc voilà, prends place à l'intérieur. Sérieux? Je vais me mettre de l'autre côté, je vais t'expliquer tout à l'heure. Merci. C'est toujours assez spécial de rentrer dans des véhicules comme ça. Alors je ne sais pas si tu sais, ça résonne ici. J'ai fait le WRC en Finlande. J'ai vu ça. Tu l'as vu? J'ai vu ça, ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Mais comme passager, si je me trompe. Oui, comme co-driver, ouais. Oh, c'était sympa. C'est une expérience qui est juste extraordinaire. C'est sans nom. Enfin, c'est unique. J'ai aucune comparaison en fait. Ouais. C'est vraiment, c'était un moment unique. Ça a duré, 3 minutes. C'est là que tu vois les vitesses atteintes. Je sais pas comment. En fait, déjà quand tu regardes la vidéo, le gars ne cligne pas des yeux à une seule seconde de la vidéo. Il était à 20% de ses capacités, voire 10. Enfin, il faisait rien. Mais rien qu'à 10% de ses capacités ou 20. Et je me disais, mais comment il fait? Et je me suis imaginé, parce que là en plus, c'était pas les plus grosses, hein, c'était vraiment les catégories juniors en WRC. Et j'imaginais les plus grosses catégories, donc normales. Les gars, mais je sais pas comment ils font en fait. C'est folie. Il y a plein de catégories, il y a la Formule 1, il y a la rallye, mais je trouve que le rallye, par rapport à tous les sports auto, ils ont quand même une sacrée perle. Franchement, je sais pas comment ils font. Ouais, parce qu'ils doivent interpréter la route, et c'est ça qui est compliqué. Ah ouais, complètement. Donc voilà, ici, on a un véhicule naturellement avec 3 pédales. Hein, on n'en a bientôt plus, les véhicules de course avec 3 pédales. Oui. Avec un embrayage, c'était première année du championnat du monde, un multidisque métallique. L'évolution a fait qu'on a pu après monter des multidisques en carbone, donc qui étaient beaucoup plus légers, et surtout une pédale d'embrayage beaucoup plus souple pour le pilote. Parce que quand on est dans des circuits en ville, le pilote embraye en permanence, la jambe gauche, elle en a ramassé. Bah forcément. Il doit être bien musclé d'ailleurs, comme les conducteurs parisiens. Bien musclé, ouais, exactement. Puis voilà, ça c'était des tableaux de bord tout simples. Donc le pilote avait uniquement le régime moteur, qui était pour lui le plus important. Là, on avait un shifter qui permettait d'avoir les données, température et compagnie, et des voyants principaux. Dès qu'on sortait des températures normales, un voyant qui s'allumait, puis le pilote venait au box. Okay. Avec une boîte à... Ça, c'est uniquement les fusibles qui font fonctionner la pompe, ventilateur habitacle, etc. Donc tout simple. Et là, on a le boîtier Motronic qui est d'un autre âge. Maintenant, ils font... c'est le calculateur, ça? Voilà, exactement. C'est le calculateur. Il est immense. Il est gigantesque. Mais attends, mais comment ça se fait qu'il soit aussi grand? Alors, c'était les premières générations de Motronic que Bosch avait sorti avec les platines qui étaient à l'époque que la F1 avait ça. Et avec les années, ils ont diminué les grandeurs, ils ont mis beaucoup plus de puissance. Il faut savoir que la torche électrique là-dessus, c'est que des fils d'or. Quand tu dis torche électrique, c'est les faisceaux? Les faisceaux. Ah oui, donc les on faisceaux, voit les faisceaux depuis le connecteur ici qui est des éléments en or, mais c'est vraiment de l'or. C'était le seul élément qui nous permettait d'avoir une oxydation minimale des éléments, parce que quand on fait des courses de 24 heures, on passe dans des heures de flotte, donc on ne devait pas avoir d'oxydation. Donc ça, c'est le seul câblage. C'est des câblages qui ont été mis au point pour principalement l'aviation à l'époque, et que Bosch a amené dans le véhicule de compétition, ce qui a permis de développer des calculateurs beaucoup plus petits. Maintenant, je pense qu'ils font cette grandeur-là, qui permet maintenant d'avoir ce calculateur pour le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde, qui est même plus puissant que n'était celui-là à l'époque. Oui, forcément. Alors, la technologie évolue avec le temps, c'est vraiment fou, mais les faisceaux en or, j'avais jamais entendu parler de ça. Et je me demande même s'il y a des véhicules très haut de gamme aujourd'hui ont ça. Non, parce que ça n'a rien à voir avec le haut de gamme, c'était simplement les technologies, les matériaux. Il n'y avait que ce matériel-là qui permettait d'avoir le rendement qu'on avait besoin. Donc maintenant, avec les nouvelles technologies, ils n'ont plus besoin d'avoir des... Alors, ils ont encore des connecteurs, uniquement les connecteurs, mais les fils en principe pas. Et c'est pour ça que la torche électrique était très délicate sur ce véhicule, parce que si on la pliait trop, il y avait des risques de rupture. Donc ça, c'est un élément important. Et donc là, forcément, c'était une boîte manuelle, il y a combien de rapports? Alors c'est une 5 rapports, boîte inversée, donc à crabot. Donc les vitesses, on les tapait dedans. Donc c'était aussi un effort physique, parce que ce n'est pas une boîte synchronisée, donc il fallait vraiment arracher les rapports quand on les mettait. Tu passais tu tapais dedans, voilà. À la volée, même sans embrayer certains pilotes.
Ah ouais? Ouais, alors quand on a l'habitude du produit, on pouvait les mettre à la volée pour avoir le bon régime. Bon, ça fait du mal à la boîte, ça fait du mal à l'embrayage, mais quand ils faisaient un tour de qualification, ben, ils utilisaient cette technique-là. Pas pour une course de 24 heures, naturellement, mais pour... C'est-à-dire que pendant les 24 heures, par contre, ils embrayaient à chaque fois, quoi. Ah oui, alors là, c'est une conduite qui doit être beaucoup plus douce. On doit économiser les matériaux du début à la fin, que ce soit les freins, que ce soit la boîte, que ce soit le moteur, que ce soit le châssis. Donc le pilote a une conduite complètement différente dans une course de 24 heures ou une course de sprint, comme au DTM. Au DTM, c'était la puissance à tout va et puis casser les voitures s'il fallait. Après, une course de 30 minutes ou 40 minutes, je ne sais plus combien de temps elle durait ces courses. Et tu te rends compte là, pendant 1 heure et demie, à fond comme ça, avec. Je sais pas, il devait être dans un état de fatigue extrême. Ah oui. Alors les pilotes, c'était des surhommes. Et puis c'est ce que disait un pilote, quand on fait un tour de qualification, on élimine l'esprit, on le met ailleurs. Et puis, je ne vais pas dire on ferme les yeux, parce qu'il faut quand même voir où on va, mais ils sont souvent pas capables de reproduire 2 ou 3 tours comme ça. Donc à un moment donné, quand ils font au bout, c'est vraiment au bout de ce qui est possible. Et quand on a nos pilotes qui ont fait le Mans, dont un qui s'appelle Klaus Nitzwitz, qui nous a raconté, il s'était envolé avec sa voiture au Mans, une crevaison. Il dit c'est pas difficile, quand tu es au Mans sur la ligne droite, à l'époque il n'y avait pas de chicane, ils étaient en 380-400 km/h. Il dit au moment où il entend un boom, il est déjà dans la bertrame. Donc ils n'ont aucune possibilité de réagir. Donc c'est ça qui fait cet aspect de personnages, pilotes extraordinaires. Ils ont des choses à vous raconter qui sont fabuleuses. Et tu viens de dire 380 km/h? Oui, au Mans, sur la ligne droite. Avec ça? Celle-là, elle avait, ça dépendait le pont qu'on montait dessus. Oui. Celle-là, on avait des vitesses maximales à 330 à peu près. Ça dépend de la démultiplication qu'on avait. Mais qui est déjà très rapide. Parce qu'après, il fallait les freiner. Hein. Oui, déjà, ça... Je vais te montrer la position qu'on avait quand on réglait avec le pilote ce magnifique boîtier. Oui. Donc on avait le calculateur sur les genoux et nous on se mettait, alors moi je l'ai fait très souvent, donc j'étais comme ça, ici, et puis le calculateur dans les mains. Comme ça là, assis comme, à ça, même le... comme ça, voilà, avec le calculateur, et le pilote faisait un tour de qualification. Et puis là, nous, rien du tout. Et puis on modifiait les paramètres, donc au moment où il roulait, il refaisait un tour, on remodifiait les paramètres, il refaisait un tour jusqu'à ce qu'on trouve le meilleur compromis. Donc je peux vous dire que j'ai un souvenir du Nürburgring où c'était la première fois que j'allais sur la Nordschleife, le grand circuit, et je suis arrivé à l'endroit, je ne connais plus le terme, où il y a une butte, donc un saut. Et le véhicule se soulève. J'ai toujours souvenir d'avoir l'ordinateur dans les mains parce que je me concentrais sur mes données et je sens d'un moment donné tout mon corps qui se soulève pour atterrir. Là, je me demandais ce qui se passait, c'était vraiment une sensation de fou. Et ça, c'était, si je me souviens bien, à l'époque, les Bernschneider. Ça, c'est ce qui permet de soulever le véhicule. Donc, quand on a un arrêt au box, il y a un raccord air comprimé devant, donc on va avec l'air comprimé devant. Et là, on a des vérins pneumatiques qui soulèvent le véhicule, qui nous permet de changer les pneumatiques aussi vite que possible. Ici derrière, on a le réservoir essence. Donc 120 litres. 120 litres exactement. Donc on a un côté remplissage, puis un côté refoulement. Donc là, on mettait 120 litres environ entre 10 et 12 secondes. Donc ce n'est pas les 2 secondes de la F1, mais parce que la F1, ils ont la chance aussi d'avoir de la place autour des roues. Enfin 10 donc, litres à la seconde quand même. Hein, oui, c'est énorme. C'est immense. Ouais. Donc on avait un débit qui était très élevé. Et puis le changement de roue, on pouvait être qu'une personne parce qu'on n'a pas la place autour de la carrosserie pour prendre les roues. Donc ça nous suffisait de faire les 4 roues plus ça en 10 secondes à peu près. Donc un arrêt au stand durait à peu près 10 secondes. À peu près 10 secondes, ouais. Ce qui est ultra propre quand même. Hein. Ouais, alors quand on changeait pas de pilote, parce que quand on change de pilote, il y a encore un autre paramètre dedans. Ah oui. Mais quand on avait les arrêts au box pour faire le plein, quand on a 2 pilotes dans des courses de 4 heures, il y avait des arrêts où le pilote faisait 2 sessions. Je vais te montrer l'aileron arrière, ce qui nous a causé beaucoup de problèmes au début. Ah bon? Dans les études aérodynamiques, tout n'était pas prévu à la base. Je vais peut-être te le montrer. Comme ça, je vais t'expliquer ce qui se passe. Voilà donc le remplissage de l'essence, traversant, on a avec un tuyau rempli d'essence et puis on poussait ce bouchon avec. Ah oui, puis de l'autre côté, voilà exactement. Puis de l'autre côté, il y faut avait le même, hein. mais pour faire évacuer l'eau. Ok. Cet aileron, donc sur la version Sierra normale, donc avant la RS500, parce qu'on a fait 3 courses dans la version normale, il n'y avait pas cette arête, il n'y avait pas ce double aileron arrière. Là, on a une telle pression aérodynamique sur une ligne droite à haute vitesse qu'on avait les pneus
qui s'écrasait. Donc la jante allait écraser le pneu avec la charge aérodynamique. Donc on a eu énormément de crevaisons dans les premières courses et dans les premiers essais où on a eu cette évolution-là, jusqu'à ce que Pirelli nous fasse de tout nouveaux pneus avec une bande de roulement qui était complètement différente, plus rigide, qui permettait de supporter les charges. Voilà, donc c'était vraiment un appui très fort sur le véhicule, sur cet aileron. 90 naturellement, avec des pistons, avec des pinces de frein hippie, avec des disques de frein hippie Racing aussi, qui sont perforés. Donc c'était le sommet de la technologie à l'époque. Ah oui, et puis bon, forcément, on ne le voyait pas de l'autre côté. Mais... Et l'échappement, alors ça c'est la version phase 2 de l'échappement, parce que il faut savoir que dans les années 90, il y a des normes bruit qui sont venues aussi. Donc il y avait une première version qui était complètement libre. On avait juste ici 2 lamelles. Ça, c'était la version 2 quand les premières normes bruit sont venues. Le début des emmerdes. Voilà, le début des difficultés, effectivement. Il est rempli de paille de fer, mais qui nous augmentait malheureusement la contre-pression d'échappement. Mais voilà, c'était réglementaire, donc on devait avoir ça. Puis après, il y a une troisième version, notamment dans le DTM, qui est venue avec un échappement qu'on a dû tirer jusque derrière. Parce que pour respecter les normes bruit, on ne pouvait plus faire autrement. D'accord. Et maintenant, ça change encore. Là, il manque la jupe, hein. On s'excuse, elle est encore en peinture. Il faut savoir que la rénovation d'un véhicule comme ça est assez problématique. Ford ne produit plus du tout de pièces, notamment les fenêtres. Rien que trouver une fenêtre, c'est la croix et la bannière. Donc toutes les pièces sont compliquées. La grille devant plastique, c'est la simple petite grille plastique ici, qui est une grille finalement d'origine. Elle était pulvérisée en plusieurs endroits. Au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvée dans les marchés anglais, etc. Et c'est Jean-François que tu as fait connaissance aussi quand tu es venu il y a 2 ans, qui est un artiste du carbone, des matériaux plastiques, qui est en train de nous la rénover et puis qu'on va pouvoir mettre comme d'origine. Génial. Un autre détail que j'ai fait un peu attention, c'est les rétroviseurs aussi. Oui, exactement. Donc voilà, les rétroviseurs qui devaient avoir le moins de résistance possible à l'air. Voilà quoi. 1 pouce de large. Ouais. Et tu vois, si tu as fait attention des 2 côtés, j'ai voulu faire hommage à mes pilotes avec ce véhicule. Oui, c'est donc pas ça veut dire que du côté droit, j'ai le numéro 6, qui était piloté par Steve Soper et Pierre Dieudonné, un Anglais super rapide, et Pierre Dieudonné, qui est un personnage juste extraordinaire. C'est un gentleman pilote qui était juste hyper rapide et surtout, c'est le pilote qui pouvait tourner tous les tours. On lui disait, tu fais une 24-10 dans tes tours, il faisait une 24-10 dans tous les tours qu'il faisait. Donc c'était vraiment un gars fantastique qui est maintenant manager dans une équipe belge qui est d'ailleurs au championnat du monde, l'MP1 ou l'MP2, je ne sais plus quelle équipe il a. Une belle carrière du coup. Une belle carrière, aussi bien comme pilote que comme journaliste, parce qu'il était journaliste, que comme manager dans des équipes. Et de l'autre côté, on a le numéro 7, qui était piloté par Klaus Ludwig, qui est peut-être le pilote allemand le plus connu des années 90, qui a tout gagné aussi, qui était pilote d'usine Mercedes, qui a fait le Mans plusieurs fois, qui a fait des gros pilotes. Puis Klaus Nitzwitz, qui était aussi un pilote très très rapide, mais qui faisait que du groupe A. Okay. Et là, alors très marrant, il y a un petit détail au niveau du tableau de bord. Tu as mis un petit souvenir? Ah voilà, mais il fallait que je puisse donner quand même une référence aux personnes qui ont travaillé pour le véhicule d'origine, qui ont exactement les mêmes stickers, la même écriture, la même couleur. La couleur n'a pas été facile à retrouver, mais on a retrouvé la même couleur. Pour qu'il ait un boulot qui ressemble de plus en plus, enfin au maximum à l'original. Là, ce qui nous manque encore, c'est le pare-choc avant, parce que malheureusement, les aléas du véhicule ont fait que les différentes courses qui ont été réalisées, les anciennes équipes avaient vissé le pare-choc sur la carrosserie, et ça, moi, je ne le veux pas pour ma rénovation, donc on doit refaire des pièces pour le pare-choc pour qu'il soit d'origine et qu'il soit surtout comme celui-là. Et là, les petites bandes sur les feux, c'était dû à quoi? Alors, les bandes sur les feux avaient 2 raisons. Quand on faisait des courses de jour, la reconnaissance du véhicule, donc quand le véhicule arrivait depuis loin, on avait un véhicule avec les bandes jaunes, un véhicule avec les bandes rouges, donc on le reconnaissait depuis loin. Sinon, le reste était exactement le même, puis le numéro n'était pas forcément toujours facile à lire. Et la deuxième raison, c'est que ça nous économisait des phares.
Il faut savoir qu'on a beaucoup de dégâts de pierre sur les phares et le pare-brise. Oui. Et grâce à ces petites bandes, on changeait quasiment plus de phares. Ah, d'accord. Donc ils étaient prêts après pour les courses de 24 heures, on avait besoin de vrais phares. Voilà, c'est con, mais c'est ça. Mais ça, c'est aussi un domaine qui est assez surprenant. Le groupe A avait l'interdiction de mettre des feux supplémentaires. Donc quand on faisait des courses de 24 heures, le pilote avait les feux d'origine que vous avez sur l'auto de Monsieur Tout-le-Monde, donc pas les feux LED comme maintenant, pas les feux xénon, mais les vulgaires phares halogènes. Ça veut dire qu'ils avaient une vision droite qui était bonne, mais si vous aviez le virage qui était là, eh ben, ils ne voyaient pas le virage. Tout l'intérêt de développer en civil des feux qui sont directionnels. Directionnel et après avec la technologie des LED qui a amené un éclairage qui était nettement supérieur. Mais c'est toujours le côté sportif qui amène, comme le militaire qui apporte de la technologie à la vie civile. Tout à fait. Là, la technologie qui est développée dans le sport auto permet justement de pouvoir dire au monde civil, oui, regardez, nous on a des bons phares parce qu'on les utilise en sport. Enfin, c'est ça. Donc toute c'est la impressionnant. technologie qu'on a mis au point sur ce véhicule vient sur l'auto de Monsieur Tout-le-Monde. La technologie hybride que vous voyez en WRC, que vous voyez en F1, c'est une technologie hybride qui sera demain sur le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde. On a l'exemple de chez nous de Capture, par exemple, qui est une Capture ou Clio, qui ont des boîtes à vitesse Crabo. Oui. Donc à Crabo, normalement, c'était pour la course. Et c'est une boîte qui a été développée pour la F1, qui est venue dans le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde et qui permet d'avoir un rendement qui est extraordinaire. Donc Pas la une boîte boîte de course, mais une boîte qui est en utilisation hybride qui est fantastique. Ah, mais ça sur un capture. Sur un Capture, sur une Clio. Ah, d'accord, Donc je on savais n'utilisait qu'en compétition parce que le problème c'était le bruit. Oui. Puis là on a un tel gain de rendement avec ces boîtes à Crabo dans le véhicule, ils ont trouvé la solution pour éviter les bruits et avoir les bons rapports. Ah, d'accord, ok, Donc excellent. voilà, ça fait partie de ces nombreuses technologies qui sont amenées, qui sont top pour Monsieur Tout-le-Monde. C'est excellent. J'ai beaucoup d'invités vraiment exceptionnels, mais là, les histoires que tu nous as racontées par rapport à ton époque où tu travaillais sur le véhicule et toutes les petites anecdotes, ça c'est vraiment ce qui fait la vidéo. Et vraiment, je voulais te remercier. Je ne sais pas si tu as un détail supplémentaire à dire ou quoi que ce soit. Ouais, écoute, moi je suis toujours très nostalgique. Je peux te dire que le Ah ouais, jour ça se voit. où il a fini ses stickers, Oui. je pense que je suis resté 1 heure devant la voiture. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. Donc voilà, moi c'est ma nostalgie, c'est clair que c'est ma jeunesse, et passé là-dedans où on a fait 8 ans, où on a travaillé jour et nuit. Et si j'arrive à faire partager un peu cette passion qu'on a d'automobile, eh ben, j'en suis heureux. Puis je suis heureux d'être avec toi, Alex, parce que tu es un passionné. Ouais, Et puis ça, c'est top. Donc c'est un plaisir de chaque fois raconter tout ça dans ce véhicule. Et j'ai aussi un autre aspect qui est super intéressant, c'est que finalement mes collaborateurs qui sont dans cette entreprise, qui sont ma famille, eh ben, ils ont la chance de pouvoir travailler sur des voitures exceptionnelles telles que celle-là. Donc pour eux, c'est un bonheur absolu. On sort du train-train habituel, des services, d'échanger les freins, etc. Oui, faire de la et ils ont la carrosserie. chance, voilà, voilà, je leur donne un objectif. Voilà, il faut que ce véhicule soit beau, il faut que vous soyez fiers de ce véhicule-là, vous aussi. Et puis ils me font des travaux qui sont extraordinaires. Donc, Génial. Donc merci aussi à toute l'équipe qui travaille avec moi, qui nous permettent de mettre nos idées en valeur. Donc Jean-François, c'est la même chose avec ses Mustang Shelby. On est une équipe qui arrive à mettre nos idées qui sont des fois farfelues en réalité sur le terrain. Et ça, c'est top. Et puis c'est ce qui nous permet de préserver la passion. Et puis aller au boulot avec le sourire, quoi, tout simplement, Oui. avec la banane. C'est sûr que quand tu arrives au travail, tu dois être content de voir le véhicule. Alors, je dois le bâcher parce qu'on va faire une présentation officielle. Il faut savoir que tu es le premier à l'avoir vu, ce véhicule à peu près fini. Il y a encore quelques éléments à faire, mais à peu près fini. Tu es le tout premier qui fait des photos et qui publie ça. Et merci de la chance que tu me donnes de filmer ce véhicule. Du coup. Ben, c'est un plaisir, on te passionné. Et on va faire, quand elle sera complètement terminée, mais ce sera peut-être dans une année, on va faire un lancement spécial au garage Saint-Christophe. Vu que Ford est notre marque que l'on représente, ben, on va faire un lancement spécial avec des invités pour se remémoriser tous ces bons moments. Et est-ce qu'un jour, alors peut-être dans plus d'un an forcément, est-ce qu'on aura l'occasion de voir le véhicule démarrer? Parce que le véhicule ne démarre pas à cause, encore une fois, de l'ECU. Donc est-ce qu'un jour on aura l'occasion de le voir rouler même, faire un tour dedans? Alors, je vais être franc avec toi. J'ai un petit diable, un petit ange. Mon client veut qu'il roule et moi j'ai peur qu'il roule avec. Mais non, il faut rouler avec. Oui, tu as raison. Alors, d'un côté historique, oui, mais j'ai une telle histoire avec ce véhicule. Il n'y en a pas beaucoup des véhicules comme ça. C'est un véhicule qui a une valeur gigantesque du point de vue pécunier. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais si on parlait juste de cet aspect-là, qu'est-ce que ça dit? Terminé, il a 1,5 million. Actuellement, la valeur de ce type de produit. Donc, je suis d'un côté, moi je me languis de la réentendre parce qu'elle nous parle. Puis de l'autre côté, je me dis, putain, si elle parle, j'ai pas envie qu'il aille sur un circuit. Parce que c'est une voiture qui est tellement vicieuse à rouler
que j'ai peur qu'il lui fasse du mal. C'est con, mais c'est comme ça. Donc il y a les deux aspects. Je suis un amoureux de l'automobile, je veux que mes véhicules roulent, mais de l'autre côté, j'ai ce petit truc qui dit attends, c'est une grand-maman. Oui. Et puis une grand-maman, on ne peut pas la sortir comme celle qu'on va essayer tout à l'heure. Exactement, Donc, voilà. qui sera disponible sur la prochaine vidéo. Voilà, il y a ces deux aspects qui. Mais on va la finir parce que je me dois de la faire pour mon client, qu'elle tourne, qu'elle soit en ordre. Mais je ne suis pas pressé. Tu m'étonnes. Bon, en tout cas, franchement, Olivier, vraiment un grand merci pour le moment partagé. Vraiment, on sent que c'est fou, ça me prend ici en fait, de te sentir, de parler. Je sens que vraiment, tu as tellement de choses à dire. C'est vraiment hyper intéressant, vraiment, et je voulais te remercier pour ce moment partagé. Merci également. Puis merci à Luigi Bello qui nous donne l'opportunité de pouvoir refaire des véhicules de cette valeur. Je ne sais même pas comment terminer cette vidéo. En tout cas, encore un grand merci à toi. On peut te retrouver d'ailleurs ici. Où est-ce qu'on est, Philippe? Alors ici, on est à Delémont, donc c'est la capitale de ce petit canton jurassien. Quand on dit capitale, je sais que ça fait rire les Français. Il y a 12 000 habitants à Delémont, donc ça fait un peu rire les Français. Mais ça fait rien, on est fiers de notre région. On est un peu éloigné du reste de la Suisse. Ce qui fait le charme de notre région et la qualité de notre région. On est tout près de la France. Donc, derrière cette montagne que tu vois là, c'est la France. Oui. L'Allemagne est à 1 heure. Donc l'autobahn. Voilà, Aussi, donc on est près de tout. On est éloigné de Lausanne, de Genève, mais le reste, on est relativement près. Puis on a une qualité de vie au Jura qui est fantastique. On a encore la possibilité d'avoir certaines libertés dans nos régions. Oui. Et ça vaut de l'or. Forcément. C'est vrai que c'est pas comme à Dubaï, on n'a pas la liberté de Dubaï, mais on a pour la Suisse, une région très intéressante. Oui, et niveau automobile, aussi des choses très intéressantes, dont le rallye qui n'est pas si loin. Oui. Donc ici, on a le Critérium jurassien. Bon, la pandémie a mis bas à tous ces petites courses. Il y a Saint-Ursanne-et-Rangier qui est le championnat d'Europe. Donc on est dans une région de passion d'automobile, de moto. On avait course du championnat suisse enduro, de trial. On a la course de Côte-Bois et Cour-la-Cacrel qui est de la moto. On a des courses du championnat suisse et d'Europe de vélo. Donc voilà, on est une région qui aime le sport, qui aime les activités. Et puis j'espère qu'on pourra préserver ça le plus longtemps possible pour nos enfants, qu'ils aient aussi quelques possibilités. Mais nos moteurs qui font du bruit, donc là, c'est clair que petit à petit, c'est éliminé. Là, je profite aussi de la chaîne pour dire que les amis, on aime le bruit, on aime les beaux bruits de moteur, mais faites gaffe parce qu'on n'a pas tous cette passion. Et celui qui se promène avec un échappement libre, demain, il va condamner tous ceux qui roulent avec des belles voitures qui n'ont pas forcément l'échappement libre, mais qui font du bruit quand même, un beau bruit, mais sans être exagéré. J'en profite aussi. En fait, j'en profite du moment que tu dis ça, de dire finalement la même chose. On est des passionnés, on aime effectivement quand il y a des échappements. Moi, le premier, forcément, on aime aussi les pop and bang, tout ce qui est marrant sur les voitures. Mais les gars, faites ça pas en ville en fait. C'est ce qui nous condamne en fait. C'est tourner en ville avec des bagnoles modifiées. Ça n'a aucun intérêt à part. En fait, les gens, c'est pas stylé en fait. C'est n'est stylé pour personne en fait. Donc du coup, faites ça à la campagne, loin de tout, si possible en journée, pas la nuit. Sans provoquer les gens. On sait que nos jours sont comptés, donc on essaie de les prolonger le plus possible. Exactement, c'est vrai. Et demain, vous ferez ça avec des véhicules électriques, vous donnerez des coups de gaz avec les véhicules électriques. C'est pas la même chose. Exactement, c'est vrai. Ça n'a pas du tout la même saveur. Non. On va terminer là-dessus. Et franchement, Olivier, je voulais vraiment te remercier. Et puis j'espère te retrouver bientôt sur de prochaines vidéos en tout cas. Avec grand plaisir, tu es bienvenu chez nous. Un grand merci. Je suis sorti parce que je profite un petit peu du soleil. C'était vraiment un moment émotionnellement parlant. C'est l'une des vidéos qui m'a le plus. Il y avait vraiment quelque chose. J'espère que vous avez vraiment senti ça à travers l'écran. En tout cas, je voulais vraiment remercier encore une fois Olivier pour vraiment partager son histoire avec ce véhicule. On sent que vraiment il y a une vraie histoire. Ça m'a fait quelque chose. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a fait la même chose. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications, à vous abonner à mon compte Instagram AlphaDelta06. Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à venir dans le coin, dans cette concession. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!